C'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information. Le gouvernement malien manifeste son mécontentement devant l'ambassadeur accrédité de l'Algérie au Mali. C'était hier. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a montré tout le mécontentement du Mali face à l'affaire de l'abattage du drone des forces de défense et de sécurité du Mali. Notez-le bien sur vos agendas. 11, 12, 13 avril prochain, ce sera le Festival international de la musique mandingue. La musique du Mandé dans toute sa diversité avec comme thème cette année la culture facteur de cohésion sociale. Dans ce journal, on fera un focus sur une tenue traditionnelle très prisée au centre et au nord du Mali. Et ça s'appelle le kassa. Il est fait à base d'animaux ou même de pain. Le kassa, malgré le temps, tient tout son rang et n'a rien perdu de sa splendeur. Aïssata Silla nous en parlera. La page internationale de cette session d'information sera présentée en direct par Aïssata Yanogo. Elle nous emmènera au Sénégal où le FMI tient à voir clair dans les comptes du pays. Et puis on parlera également justement de la taxation du président américain Donald Trump. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Mardi 8 avril 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres, suite à l'affaire du drone, des femmes abattues par l'Algérie dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Hier, après moult demandes des autorités maliennes et celles algériennes pour donner leur version des faits, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rencontré l'ambassadeur algérien en poste au Mali. Abdoulaye Diop lui a notifié le mécontentement des autorités maliennes ainsi que celle de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel face à ce fâcheux incident entre les deux pays. Justement, par rapport à cette situation, dans de nombreux journaux hier de la place, tout comme sur Internet ou les comptes de réseaux sociaux, des professionnels de la presse et des citoyens ont apporté leur soutien aux autorités du pays, mais ainsi qu'aux forces de défense et de la sécurité. Serou Traoré a fait un tour sur la toile, mais également dans les kiosques. C'est un soutien inconditionnel affiché qui est venu de nombreux citoyens à l'endroit de l'armée malienne et aux dirigeants de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES à travers la ville de Bamako et dans les parutions. Acteurs politiques et regroupements de partis politiques influenceurs, médias ainsi que citoyens de divers horizons dénoncent l'ingérence de l'Algérie dans les affaires internes du Mali et dans l'espace AES. À la une de pratiquement tous les journaux dans la ville de Bamako, les confrères rappellent les faits, les preuves et les justificatifs provenant des autorités militaires et de la diplomatie de l'AES. Il s'agit des arguments portant sur la violation d'espace aérien, des mesures engagées par les autorités au niveau des instances internationales pour acter cette agression, ainsi que des rappels des ambassadeurs des trois pays en Algérie. Beaucoup dans leurs communiqués, tweets et articles se disent surpris de la nouvelle de la destruction d'un drone outil de défense du Mali par le régime algérien sur le territoire malien. Dénonçant la mauvaise foi d'Alger, les mouvements, associations et partis politiques condamnent la destruction du drone de l'armée à Tezawaten dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Si beaucoup soupçonnent depuis longtemps la position de l'Algérie dans le règlement de la crise malienne, d'autres estiment qu'il est temps de maintenir une position de fermeté. Ils expriment leur soutien sans faille à l'armée et invitent les autorités du Mali et de l'AES en général à rester soudés et vigilant pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national et de la survie de la Confédération AES. Culture. Toutes nos cultures sur la chaîne 2. Cette consolidation de la Confédération AES passera forcément sur le Traoré par la maîtrise de nos cultures et le retour à nos us et coutumes. Et notez bien sur vos agendas, cette année, le Festival international de la musique mandingue va se dérouler à Kéla, à Kangaba, dans la ville de Kéla plutôt. Ce sera les 11, 12 et 13 avril prochain. Cette année, le thème est la culture facteur de cohésion sociale. C'était au cours d'un point de presse que les innovations ont été données aux hommes de médias, suivis par Mariam Dao. La musique adoucit les cœurs, mais aussi les mœurs, a-t-on l'habitude de dire. Et c'est autour de la musique qu'est
que les acteurs du domaine et les ressortissants de Kéla organisent depuis des années le Festival international de musique mandingue de Kéla. Amicia Toussanogo, directrice du Festival de Kéla. Le Festival de Kéla est un festival de musique, d'art et culture. Donc nous avons mis ce festival en place pour pouvoir vraiment donner encore davantage un éclat à notre culture, nos traditions et à travers la musique et beaucoup d'autres choses sur place. Durant plus d'une heure, les conférenciers sont revenus en large sur l'histoire de la musique mandingue en général et de la place qu'elle occupe dans notre société. Djadja Hama Sango, communicateur. La culture, ce n'est pas seulement que des chants et des danses. Chaque fois que le peuple a eu une douleur, il l'a fait savoir par la chanson. Chaque fois que le peuple a eu un succès, il l'a fait savoir par la chanson. C'est ça l'effort de recherche et de créativité. C'est-à-dire ça, c'est le génie du peuple. Et c'est ce génie fécondant créateur que l'on veut revivifier à Kéla. Selon Djadja Hama Sango, l'année 2025 est une année pour relever les défis culturels au Mali. Le président de la République nous a lancé un défi, un donné à écouter et un donné à réfléchir. En faisant de l'année 2025 l'année de la culture, de mon point de vue, le président a lancé un défi à l'ensemble de la jeunesse pour dire qu'à partir de maintenant, considérons la culture comme un vecteur de développement. Pour les organisateurs, les programmes de cette année ne seront pas que festifs. Nous avons des rencontres professionnelles, foires et expositions. Nous avons aussi un concert comme d'habitude, une visite touristique et un atelier de formation. Et cette année, nous avons choisi plutôt de faire participer la jeunesse de Kéla à une formation aujourd'hui qui est vraiment très importante. Le FIMAC vous donne un rendez-vous le 11, 12 et 13 avril 2025 dans la ville de Kéla. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Avant ce rendez-vous, Mariam Dao à Kéla, on va continuer à parler justement de cette tradition à laquelle la communauté des griots de Bamako n'a pas dérogé cette année. Il s'agit de ce qu'ils appellent au niveau de la famille fondatrice de Bamako, la journée culturelle qui a été initiée depuis une décennie et elle s'appelle Sandia. Aïssata Dit Koumba Kane pour le compte rendu. Mamoutou Nyari, le patriarche Nyari de la famille fondatrice de Bamako, accueille la communauté des griots de Bamako pour leur traditionnelle fête dénommée Sandia. Initiés depuis des années, ces acteurs et gardiens de nos traditions organisent cet événement à Nyarila pour un but bien précis. Bourama Soumano, initiateur. Et Sandia, c'est la contraction de deux mots, San qui veut dire année, Dia et réussite. Les Nyamakala avaient pour habitude, à la fin de chaque année, après avoir fait le bilan, et ici ils trouvent que l'année a été productive, rentable, en commun accord avec l'air Diategui, organise une manifestation, une cérémonie pour les rendre hommage dans le seul but de les encourager à faire plus et surtout à exhorter les paresseux. Cette édition 2025 du Sandia a une coloration particulière pour notre pays où les autorités ont décrété l'année de la culture avec un agenda bien rempli pour tous les citoyens en général et les hommes de culture en particulier. Gabriel Magma Konaté, invité d'honneur. Cette initiative est à saluer parce que ça fait partie des traditions établies depuis 39-45 chez nous au Mali. Que ceux qui ont eu à fonder la ville de Bamako, que les détenteurs du savoir viennent les remercier après les fêtes, cela c'est à saluer. Hautement salué par la famille Nyari, les soldats de notre héritage ancestral ont été encouragés à plus d'investissement pour renforcer les tissus sociaux. Karamogo Nyari, porte-parole de la famille Nyari. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter quelque chose. Ce n'est pas une fête de Nyari. Il faudra que cela soit compris. C'est un honneur qui a été fait aux Nyari. Les Nyari ont associé les autres familles fondatrices, les Touré et les Dravé, en associant toutes les légitimités. Présent à la cérémonie, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mamadou Koné, a passé des messages forts pour un Mali de paix tout en invitant les hommes de culture à œuvrer pour le vivre ensemble. Auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire de Amadou Bagayoko, décédé ce 4 avril. Je vous l'annonçais dans les titres, on parlera dans ce journal d'un
d'un tissu qui s'appelle chez nous le kassa, qui a traversé des siècles sans perdre son éclat ni son âme. Le kassa est fabriqué à partir de poils d'animaux. Il est très précieux dans l'artisanat et sa fabrication se transmet de génération en génération. Focus sur le kassa, c'est avec Aïssata Silla. Porté par le vent du désert et les traditions des peuples nomades, un tissu fait à la main, avec patience et savoir-faire. C'est le kassa, un trésor du patrimoine malien, fabriqué depuis des siècles par les communautés Peul et Touareg. À l'origine, il était utilisé pour la confection de vêtements, de couvertures et même d'abris pour les nomades. Mais au-delà de son utilité, il représente un héritage précieux, transmis de génération en génération. Adama Kone, guide touristique. J'ai fait 15 ans à Mopti, tourisme. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le tourisme à Mopti, précisément dans la région de Douanza. Là-bas, on trouve une race de moutons appelée Yugubasaka, dont la laine est soigneusement prélevée à la coiffa. Cette laine est ensuite associée au coton pour fabriquer les kassa, un tissu traditionnel. Pour la teinture, les artisans utilisaient des feuilles d'arbres aux propriétés naturelles. Autrefois, les kassa étaient réservés aux rois, leur offrant une protection contre le froid du désert. Ils servaient également à recouvrir le corps des défunts lors des rites funéraires. Boubacar Diko, un vieux Peul, vendeur de produits artisanaux locaux, nous indique que la vente de ces tissus constitue son activité principale. J'ai vendu du kassa depuis mon enfance. Avant, c'était le tissu que tout le monde portait. Aujourd'hui, les jeunes préfèrent les tissus étrangers. Mais moi, je tiens bon parce que le kassa, c'est notre histoire. Aujourd'hui, le kassa fait face à de nombreux défis. L'industrialisation et l'arrivée des tissus synthétiques menant ce savoir-faire ancestral. Adama Kone, guide touristique. Aujourd'hui, avec les tissus synthétiques qui inondent le marché, notre savoir-faire est en danger. Les jeunes s'y intéressent de moins en moins. Et si nous ne faisons rien, cette tradition risque de disparaître. Pour séduire les nouvelles générations, certains artisans innovent en intégrant le kassa dans la mode contemporaine. Zoumana Silla, vendeur de produits artisanaux locaux. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter des modèles traditionnels. Les jeunes veulent du style, du moderne. Alors certains artisans créent des vêtements tendance en kassa, des sacs ou encore des chaussures et ça marche petit à petit. On redonne au kassa une nouvelle vie. Avec les stylistes et tout. Mohamed Soumounou, consommateur. J'aime porter des vêtements qui ont une histoire. Avec les kassa revisités, je peux allier tradition et modernité. Je les porte pendant des cérémonies avec des modèles adaptés au quotidien. C'est élégant et unique. Entre tradition et innovation, le kassa tente de survivre. Son avenir dépendra de la volonté des artisans, mais aussi de l'engouement des nouvelles générations pour ce patrimoine textile si précieux. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Ce tour sera fait par Aïssata Yanougou en direct dans ce journal. Aïssata, bonjour. Bonjour Ousmane. Première destination, le Sénégal. Le Fonds monétaire international, FMI, veut voir clair avec les autorités du pays. Le directeur du département Afrique du FMI, ABB Amro Selassie, est à Dakar depuis hier pour s'entretenir avec le président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko et plusieurs membres du gouvernement sur l'état des finances du pays. Au cours de cette rencontre, des mesures seront prises par les autorités sénégalaises après la révélation d'une dette cachée de 7 milliards de dollars. On va prendre la direction de la Tunisie pour vous dire que des milliers d'étudiants ont manifesté hier à Tunis et dans d'autres villes tunisiennes dans le cadre d'une grève générale décrétée par les syndicats des étudiants pour protester contre la reprise des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Les syndicats étudiants à l'origine de la mobilisation ont profité du rassemblement pour appeler à intensifier les mouvements de protestation contre Israël et à poursuivre le boycott de tous les produits et marques en relation avec des entreprises italiennes. Après la Tunisie, au Ghana, de nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis. Les autorités ghanéennes prennent contact avec Washington pour tenter de minimiser l'impact de ces nouvelles mesures de douane. Le ministre ghanéen des Affaires étrangères a dans ce sens rencontré l'ambassadrice américaine au Ghana à Accra. Objectif, tenter d'obtenir une
exemption de la nouvelle taxe pour certains produits exportés par son pays outre-Atlantique. Le ministère ghanéen des Affaires étrangères indique avoir obtenu une seule et unique assurance concrète des Américains, celle que les exportations ghanéennes de pétrole et de produits énergétiques au sens large ne seront pas affectées par les nouveaux droits de douane de 10% instaurés ce week-end par l'administration Trump au monde entier. Ousmane Dao, la Chine promet de combattre les droits de douane américains jusqu'au bout. Pour le ministère chinois du Commerce, c'est une erreur qui s'ajoute à une erreur en évoquant un réel chantage des États-Unis. Pékin prévient, la Chine n'acceptera jamais cela et prendra résolument des contre-mesures pour sauvegarder ses propres droits et intérêts tout en annonçant des mesures de soutien à sa propre économie. En réponse aux nouveaux droits de douane américains, Pékin a dévoilé ses propres taxes 34% sur une série de produits américains qui entreront en vigueur jeudi prochain. Et ce matin, Donald Trump a rétorqué dans un message publié sur son réseau social. Il menace d'augmenter les tarifs de 50% supplémentaires à moins que la Chine ne retire immédiatement ces nouvelles taxes. Dans un instant, la couleur du temps. À 12h passées de 15 minutes dans ce studio, à Bamako, le thermomètre affiche 36 degrés sur la capitale et environ. La maximale attendue sera de 40 degrés Celsius. Donnez beaucoup d'eau aux enfants, aux personnes âgées. Surtout, mettez-vous à l'ombre. Quant au soleil, il se couchera à 18h45 minutes. C'est la fin de cette information qui vous a été présentée par Ousmane Dao. Réalisation Aboubakar Junior Traoré, assistant Diakité, mise en onde Chaka Diara, assisté de Fatoumata Diallo. La mise en ligne a été assurée par Badi Touré, coordination éditoriale Serou Traoré Djefa Diara. Dans un instant, l'équipe sportive de la 2 sera là. Awakami Soko, Moussa Diabaté et Bourema Diallo pour vous parler de toute l'actualité au plan national et international. Je vous retrouve mardi prochain, toujours avec le même plaisir de vous servir. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Surtout, travaillons à la beauté des choses. Au revoir.